Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Critic Man, les films du mois. On va parler de 10 films cette fois, et justement le sommaire a un petit peu changé. On va commencer par la rubrique Loop. Ensuite, le mode express, il y aura 5 films qui vont être enchaînés. Ensuite, les films du mois, hormis les films qui peuvent être dans les deux dernières rubriques, Top et Flop. Et avant de partir en mode 100% cinéma, c'est le moment de remercier les tipeurs. Et ce mois-ci, nous avons Mr. Schopenrage, Choléra, Fage, Chicarno Maru, Gibier, Fib, Mr. Noé, Romain Certa, Bruno, Lee, Héloïse, El Nano, Victor Kraft, Garmgam68, j'y arriverai jamais, Giberdou, Arnaud Rinquinquin, Gaël, Zikman, Louis, Fir /JPF /Bratses, Birgit et Gros Bob. Ce qui fait que nous avons une augmentation de notre carte. On a gagné le 13, le 76 et le 31. Wouh! Excellent ça! Encore une fois, merci beaucoup les amis pour votre soutien là, de cette chaîne Nicubic et de la chaîne Le Voxel. Et on commence par la nouveauté du mois, la rubrique Loop. Logiquement, ça va être une espèce de zoom sur un détail réussi ou raté d'un film, et cette fois-ci, on s'attaque à l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivette, le titre qui est toujours aussi imbitable. Et nous prenons notre Spivette, regardez, il va se faire attaquer par un serpent, oh là là non, oh! Détonation. Heureusement, son père, avec son fusil, a mis fin au jour du serpent et a sauvé son fils. Mais ce qui m'a gêné dans ce moment, c'est la position du daron. Parce que il attendait donc dans le camion pendant que son gamin essayait de sauver cette chèvre qui était empêtrée dans des barbelés. Il a voyagé beaucoup trop loin. Pourquoi il allait aussi loin? Il pouvait être à la même distance du serpent en s'arrêtant avant, ce qui fait que ça a donné plus de temps au serpent potentiellement d'attaquer son gamin. On est dans un moment d'urgence. Tu ne peux pas perdre un pas. C'est peut-être ce qui sépare la vie et la mort de ton enfant. Pourquoi ils ont placé leur acteur là-bas? Ça n'a aucun sens, je trouve. Et pendant qu'il fait ses 2-3 pas supplémentaires, le gamin peut se faire piquer. Lui-même, peut-être, peut attirer l'attention sans faire exprès, il fait du bruit et le serpent l'attaque. C'est complètement con cette mise en espace. Et le truc le pire, je trouve, c'est que le daron, c'est quelqu'un qui sait manier les armes quand même. C'est un chasseur, il a certaines notions de placement, etc. avec le gibier. Et là, regardez, il s'est mis au pire endroit pour tirer, c'est-à-dire pile dans l'axe entre le serpent et son gamin. C'est-à-dire que s'il rate son coup, il peut toucher son fils. Il se serait mis n'importe où ailleurs, il n'aurait pas pris ce risque complètement inutile. Je me suis d'ailleurs posé la question, est-ce que ça signifie pas quelque chose s'il se met exprès en face du gamin pour tirer sur le serpent? Vous voyez? Bien sûr que non, c'est juste un détail raté. Bah voilà, c'est tout pour la loupe du mois, c'est quelque chose qui doit être très simple. Dites-moi en tout cas si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres ou pas. Tout d'abord, Beast of Burden de Jesper Gansland qui est sorti en 2018. Tournage en studio immonde, Daniel Radcliffe au top, histoire merdique, léger suspense. 2 étoiles, vous pouvez vous épargner le déplacement. Ensuite, Bienvenue à Zombieland de Robin Fleischer qui est sorti en 2009. Concept de règles de survie en milieu un peu zombie, assez marrant. Aventure très convenue, guest starring un peu délire mais incohérent. Très vite oublié, 2 étoiles. Ensuite, The Foreigner de Martin Campbell sorti en 2017. Premier tiers kiffant, je suis fan de Jackie Chan. Excellent Pierce Brosnan, très mal prononcé. Multiplication des enjeux qui amène une complexité, et en même temps qui fait complètement s'effondrer le film sur sa deuxième moitié. 3 étoiles, super déçu. Ensuite, j'ai vu Le Labyrinthe, le remède mortel de West Ball, sorti en 2018. Chouette scène d'ouverture, belle ampleur, enjeu un peu foireux, tir sur la longueur, 3 étoiles, je reste mitigé. Et enfin, The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach qui est sorti en 2017. Putain d'acteur, très juste, un peu bavard, émouvant et raconte plein de choses. 4 étoiles, belle recommandation et belle surprise. Qui sont peu nombreux ce mois-ci, notamment parce qu'il y en a un qui sera dans la rubrique suivante, donc il n'y en a que 2. Tout d'abord, Everybody Knows de Asghar Farhadi qui est sorti en 2018. Nous suivons les aventures de Penelope Cruz et de sa gamine qui retourne en Espagne dans sa famille pour un mariage. Et là, c'est le drame, sa fille disparaît. Ce pitch peut-être déjà vous intéresse. Bien entendu, ces éléments un peu thriller vont être là plutôt pour farfouiller dans le passé de cette famille, les non-dits, les embrouilles, etc. Première chose, qualité de mise en scène de très haut niveau. Vous avez notamment toute la reconstitution du mariage, la fête, toute la famille, il y a des dizaines de personnes dans le cadre à chaque fois. Et malgré cette difficulté, notre cher Asghar est là à vous impliquer déjà et à vous construire plusieurs personnages en même temps. Ça c'est plutôt impressionnant. Par contre, on sent que le gars il sait qu'il maîtrise et limite il en fait un petit peu trop. C'est-à-dire qu'il fait durer cette exposition, et ça dure bien 15-20 minutes. Il y en a un peu trop, on pourrait dégraisser, dans tout le film d'ailleurs. On est sur du 2h12, on pouvait peut-être enlever les 12 minutes qui dépassent là. En tout cas, le petit jeu de savoir ce qui s'est passé, comment, pourquoi, ça fonctionne extrêmement bien. Mais en même temps, il y a une petite sensation un peu languide là quand je parlais de l'exposition qui est un peu trop longue, parce que au-delà de donner les informations sur les personnages et nous amener à la situation de départ et enclencher la problématique, il y a un petit peu de gras de juste, on fait vivre, on fait respirer les gens, ce qui d'un côté est bien et peut basculer du côté un peu trop. Donc on est pris à la fois dans un suspense
et en même temps une espèce de sensation de lourdeur, un petit côté un peu épuisant finalement. Et vient se superposer à cette sensation de moiteur quasiment, des zones de flou dans l'histoire. C'est-à-dire que parfois on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on peut déduire. C'est ce qui vient de se passer, de ce qui vient d'être dit. Vous avez notamment un plan de fin où on n'entend pas les dialogues. Et ce moment peut relancer limite presque une thématique, tout un pan d'histoire. Et ceci est confirmé par une interview du réalisateur que j'ai lue et dans lequel il explique qu'il aime bien l'ambiguïté. Donc là, plus qu'un réel défaut, est-ce que vous aimez qu'il y ait des moments comme ça où on peut douter du personnage et on n'aura pas de réponse tranchée? Moi j'aime en partie un peu d'ambiguïté. À la fin je ressors avec trop de questionnements. Et là où ça me gêne, c'est quand ça change, ça peut potentiellement beaucoup changer le sens du film. Cette ambiguïté-là m'a un petit peu freiné, donc au final je reste à 3 étoiles, mais c'est 3 bonnes étoiles. Et le deuxième film que j'ai vu en salle, d'ailleurs, c'est un film que j'ai vu en avril, The Third Murderer de Hirokazu Koreeda, qui vient d'ailleurs de gagner la Palme d'Or, il me semble, à Cannes. Mais là c'est son film précédent, qui est sorti en 2017. Je sais pas ce que j'ai bricolé, j'ai oublié d'en parler la dernière fois, donc hop, il vient ici. Koreeda, c'est un cinéaste de la famille, de l'intime, certaines formes de subtilité, mais dans The Third Murderer, justement, il vient attaquer genre un peu thriller, un petit peu film de procès. Dès la première scène, vous dites je suis pas dans un film de Koreeda, je suis ailleurs en fait. Pas tout à fait, puisque bien entendu, on va retrouver des enjeux entre des humains. Simplement là, on n'est pas au centre d'une cellule familiale, on va être entre avocats, accusés, victimes, témoins, etc. Comme le titre l'explique, le troisième meurtre, on vit un troisième meurtre d'un homme qui nie encore avoir fait ce meurtre, mais qui change de témoignage régulièrement. C'est bizarre cette histoire. Et donc, tout l'intérêt du film est de démêler ces fils, de voir les espèces de couches de vérité. Comme ça, il y a une espèce de recherche de la vérité, on pourrait dire dans l'intrigue en elle-même, mais aussi de la vérité humaine. Vous voyez, tout de suite, il y a une profondeur supplémentaire. En train de disséquer l'âme humaine, comme ça, Jay il a pris son scalpel et essaie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a du noir, il y a du rouge, il y a un petit peu de blanc sur le côté. Et c'est vachement bien foutu, hein. Il maîtrise bien ce système un peu de révélation qui viennent changer notre vision des personnages et notre vision de la vérité. Il arrive aussi à créer des espèces de troubles de logique par l'image, juste avec des reflets par exemple, dans un parloir, vous avez la vitre, et il joue avec ces reflets-là, et il construit toute une logique narrative qui peut être peut-être trop visible si vous faites gaffe, mais qui vient amener un petit trouble qui est bien vu. Par contre, je dirais la limite, c'est que il y a une espèce de sécheresse quand même qui se dégage de ce film, qui n'est pas illogique, hein, c'est pas comme s'il essaie de faire une œuvre mélodramatique et qu'on ressent pas grand chose, vous voyez. On a un peu du côté, on pourrait dire, d'une étude de l'humain, forcément il y a quelque chose de moins émotionnel. Du coup, il a le droit à son 4 étoiles, c'est un film que je recommande bien entendu. J'ai un peu triché comme la dernière fois, il va y avoir 2 films qui sont à égalité. Tout d'abord, La Soif du Mal de Orson Welles qui est sorti en 1958 et je suis bien content de l'avoir enfin vu en entier parce que c'est un film que j'avais découvert pendant la nuit du polar à Caen. Mais j'avais enchaîné 2 autres films avant et je m'étais endormi, j'avais vu qu'un petit bout. Du coup, je sais pas si ça vous est déjà arrivé cette situation justement de vous endormir. Pour X raisons, un film s'est interrompu au bout d'un tiers et d'avoir du mal à le relancer et à se dire allez, je vais me le remater. C'est passé quelques mois. Ouais, il y a une espèce de truc bizarre. Comme si c'était plus dur de le regarder alors que j'ai vu un bout et que je me suis à moitié endormi. Bref, c'est un détail, hein, vous pouvez me partager vos témoignages si je suis en train de parler d'un truc que je suis tout seul à vivre parce que je suis complètement débile. Donc en tout cas, un film bien sombre, déjà c'est du noir et blanc, un thriller bien dégueulasse, qui se situe entre la frontière du Mexique et la frontière des États-Unis. Nous avons d'ailleurs un couple qui est un peu représentatif, le Mexicain policier et sa femme qui est américaine. Vous avez une scène d'ouverture absolument magistrale qui est étudiée en scène de cinéma, bien entendu. Hop, ça enclenche une enquête. Et là, tout de suite, on a différents policiers qui vont venir intervenir. Nous avons notre héros mexicain et vous avez la police des États-Unis parce que c'est juste sur la frontière, hein, ça fout la merde. Bien entendu, ça révèle des choses sur les... Vous voyez, je parle avec les mains. Conflit. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'on est complètement dans une thématique moderne, non? Avec l'histoire de mur entre les deux pays, là. 1958, ça n'a pas changé, il y a toujours des problématiques bizarres. En tout cas, en termes de cinéma, on est dans une qualité, dans un niveau de maîtrise très haut. Par exemple, sa façon de créer une ambiance, des espèces de trucs collants et poisseux, des espèces de villes pseudo-fantômes, mais qui est pas du tout une ville fantôme en fait, ça te fait cette sensation. Par exemple, vous avez des affiches collées un peu partout sur certains murs, et vous avez souvent des affiches déchirées qui flottillent sur le sol comme ça. En plus, il y a cette ambiance un petit peu orageuse, d'ailleurs j'ai de la chance de le regarder, il y avait un orage, j'avais des éclairs dans la réalité qui correspondaient à moitié à ceux du film, c'est pas magnifique ça. Vous avez toute une folie en fait, c'est un film qui aime bien jouer sur le chaos, avec des éléments de mise en scène très simples, comme des dialogues qui vont souvent se chevaucher
chevauchée, personnages qui s'interrompent en permanence, la façon aussi dont la musique est utilisée qui vient se rajouter comme une couche comme ça. Vous imaginez, il y a 2-3 personnes qui parlent et vous remettez une musique par-dessus, peut-être mixée un peu plus fort, ça vient créer une sensation de bordel supplémentaire. En plus on a un casting de porc, on a Charlton Heston quand il était relativement jeune, Janet Leigh et Orson Welles en personne, espèce d'ogre dégueulasse. Pas besoin d'en rajouter les amis, on est sur du 5 étoiles, si vous voulez voir un des putains de thrillers de l'histoire du cinéma, vous allez battre La Soif du Mal, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Et du coup le deuxième top du mois, on est sur beaucoup plus récent, The Nice Guys de Shane Black, sorti en 2016. Mais on reste dans le genre policier, même si ici, c'est quand même beaucoup plus léger. C'est la deuxième fois que je le voyais, et je l'ai encore plus aimé. On part, tiens, c'est très original d'un meurtre, et derrière, il va y avoir une enquête menée par Ryan Gosling et Russell Crowe. Déjà, je trouve le duo fonctionne à merveille, chacun dans leur genre. Mention plus à Ryan Gosling, qui a une capacité humoristique qui était insoupçonnée de ma part, je le trouve extrêmement juste, même si peut-être des fois on aurait pu le recadrer ou raccourcir quelques plans. C'est un détail. D'ailleurs donc la deuxième fois je l'ai vu avec des amis et ça fait ressortir je pense côté un peu marrant délire du film. Quand tu le regardes tout seul ou peut-être à 2, 3, l'aspect un peu sombre se fait plus sentir j'imagine. C'est là où c'est réussi je trouve dans la tonalité. C'est-à-dire qu'à la fois je suis l'histoire, l'enquête au premier degré, le destin de ces personnages, et en même temps tous les trucs un peu délirants qui amènent aussi une folie, mais une folie complètement différente de La Soif du Mal, qui est vraiment en mode drame, hein, pas du tout humoristique. Là c'est une folie plus d'un truc, pour moi je ressens comme du désespoir. C'est-à-dire que le personnage joué par Ryan Gosling, il a une espèce de légèreté, il apparaît un petit peu comme limite un enfant sur certains aspects, et en même temps on sent que c'est plutôt une protection, vous voyez, de quelqu'un qui a peut-être un penchant pour une certaine forme d'innocence, mais face au monde dégueulasse et sombre dans lequel il vit, et bah il est obligé d'avoir cette réaction-là. Donc on pourrait dire que c'est un film policier comique, mais s'il arrive à ces 5 étoiles, c'est justement parce qu'il y a des couches supplémentaires, qualité de jeu de ouf, qualité de mise en scène, des thématiques. Il y a ce contexte de cinéma porno, ils parlent un petit peu de l'art, étudiants en art, mais en fait ils font des trucs de porno. Vous avez aussi des industriels, l'histoire du monde de l'automobile, qu'au-delà du plaisir, on va dire premier degré, vous avez une dimension supplémentaire, un peu politique, en tout cas qui charrie des thématiques, qui vient enrichir l'expérience. Je trouve ce film extrêmement foisonnant en fait. Donc voilà, je vous propose ce double programme, The Nice Guys, 5 étoiles aussi. Bam. De policiers, années 50, année 2010, noir et blanc, couleur, drame, comédie. Ah, c'est pas mal, hein. Vous avez vu ça, cette sélection ? Ce mois-ci, c'est Mutafuka de Shojiro Nishimi et de Guillaume Renard. Sa date de production, c'est 2017. Il s'agit de l'adaptation de la BD qui s'appelle Mutafuka. Ça, il y a une logique. Nous suivons le destin de Angelino, une espèce de bonhomme avec une tête ronde et noire, et de son pote Squelette qui a le crâne en feu, on ne saura jamais pourquoi. Nos deux compères, qui sont plutôt des délinquants sexuels, pas du tout, des laissés pour compte qui habitent un appartement pourri et qui se galèrent à essayer d'avoir du boulot, etc. Mais si le film se contentait de ça, on se ferait vite chier. Donc ils se sont dit, bah tiens, il va se passer des choses. Une sorte de mystère. Il se retrouve poursuivi et nous avons notre petit bonhomme noir là, potentiellement des choses en lui qui ne maîtrise pas vraiment, qui ne connaît pas vraiment. L'univers en soi est plutôt potentiellement cool en termes d'animation. On est sur le haut du panier, hein. Studio 4 degrés, donc qui a coproduit ce film. C'est des putains de darons. Je vous recommande au passage leur trilogie Berserker et Mind Game qui est un putain de chef-d'œuvre. Parce que là, par contre, soyons clairs, allez, vous savez, c'est un flop. Ils se sont croûtés là. Pas sur l'animation, on est d'accord, mais l'histoire, c'est de la merde. Et la narration, c'est du foutage de gueule. Déjà, le film est extrêmement explicatif. Ça s'ouvre sur une voix off, pas très bien écrite. Du début à la fin, les dialogues, c'est de la merde. C'est plat et insipide. Et surtout, ça vient généralement redoubler ce qu'on est en train de voir. Tiens, à un moment donné, au lieu de vous introduire des personnages de manière un peu dynamique, hop, ils apparaissent par des dialogues aussi. Et ben non, on va vous faire une sorte de vignette explicative avec une voix off. Alors, eux, c'est ça, ils ont fait ça, ils vont faire ça. C'est ultra lourd, et en plus, ces personnages ne vont jamais exister vraiment devant nous, hein. Ils vont être juste comme ça, ils vont traverser le film, c'est nul. Autre exemple, des textes qui s'affichent, genre nos héros sont pris un peu en filature par des personnages mystérieux. Ça on a bien remarqué puisque le personnage se retourne et le dit. Eh regarde, t'as remarqué les mecs chelous derrière nous? 5 secondes plus tard, ça s'affiche à l'écran. Ah, qui sont ces personnages mystérieux qui poursuivent nos héros? Quoi? Mais c'est un scandale! Alors oui, je peux comprendre que ce soit une espèce de style de faire un truc rythmé, paf, je te mets un texte et tout. Mais on n'est pas débile, on comprend les choses la première fois. Autre exemple de ce genre-là, on remarque
un élément chelou, et paf, ça nous fait penser à une image plus tôt dans le film. Il y a un rappeur, regarde, c'est le truc qu'on a vu là. Ça passe par l'image, c'est très bien. Mais là, comme on nous prend pour des Mongoliens, il faut que le personnage dise ce qu'on a déduit nous-mêmes. Donc déjà, tu fais, ok, c'est hyper lourd, mais ça ne suffit pas. On va en plus afficher en flashback l'image qu'on avait eue en tête parce que on s'était souvenu de ce que vous nous aviez déjà montré. C'est comme si quelqu'un te montrait quelque chose et qu'en plus on rajoutait des flèches là où il est en train de montrer. Moi je trouve ça exaspérant. En plus l'histoire est écrite par une couvée de poussins, c'est pas possible. La problématique de cet univers évolue sans le héros et se résout sans le personnage principal. Du coup, lui, il vit son espèce de quête existentielle en parallèle. Alors oui, il y a une espèce de lien, mais qu'il soit là ou pas, ça change rien. Du coup, ça nous fait cet effet. L'histoire qui est un peu racontée du coup en fond est loin de nous, et l'histoire du personnage principal comme du coup n'impacte pas sur le monde, et bah nous apparaît un peu comme anecdotique. Et un peu cet effet, bah c'est ta vie, on s'en fout en fait. Le truc important il est derrière là. Mais je peux pas le voir parce que t'es devant, tu me gênes. Ce qui fait qu'on se retrouve devant un truc qui est pas hyper complexe, mais qui apparaît brouillon. Et puis dernier élément scandaleux en termes de narration, c'est Deus Ex Machina, en veux-tu en voilà. Dès qu'il y a une problématique, tu dis ah comment ça va se résoudre, un truc qui apparaît, on peut pas deviner puisque ça n'existait pas, hop là, et on sauve la situation. Ah c'est fort pratique, hein, ça c'est sûr, mais alors, par contre à regarder c'est hyper chiant. Ce qui est dommage c'est que l'univers avait un potentiel, esthétiquement aussi ça me plaisait, mais alors qu'est-ce que j'ai pu me faire chier devant cette merde. Je peux peut-être mentionner au passage que les voix françaises de Orelsan et de Gringe, c'est marrant parce que les personnages leur correspondent à ce qu'ils peuvent faire dans Bloqué, etc. Même dans Comment c'est loin, qui est un film que je vous recommande 1000 fois plus que celui-là, le film d'Orelsan. Même si ça peut faire bizarre justement d'entendre leur voix, notamment la façon d'amener le doublage est très bizarre. Parce qu'on part d'une voix off, donc désincarnée, et hop, on passe au personnage principal, mais on peut pas voir sa bouche. Et le son reste le même en fait. Donc toi t'as l'impression que la voix est toujours désincarnée, et en fait non, là il est en train de parler. Ça fait un effet bizarre où tu sens jamais la voix dans le personnage. Comme ils ont fait des bonhommes qui, le crâne par exemple, sa mâchoire ne bouge pas, bah ça fait pareil, on a l'impression que c'est une voix off presque. C'était des trucs qui fonctionnaient en BD, mais une fois que tu mets de l'animation, ça fonctionne plus pareil, et là c'est un peu chelou. Du coup, il récolte un bon 0 étoile. Fuyez, fuyez, pauvre fou. Et bah voilà les amis, pour ce mois-ci, c'est terminé le mode cinéma. On retrouve la semaine prochaine la vidéo Critic Man pour les séries. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, bien entendu, le pouce bleu, l'abonnement, ça aide à avoir un petit peu de visibilité. Et puis vous pouvez directement soutenir par le Tipeee. Merci, à très bientôt. J'ai 1 heure de rush, j'espère que ça va durer que 15 minutes au final. Everybody knows. En plus, l'histoire a été écrite par des alligators, je vois pas d'autre explication possible.